Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est philosophe, écrivain et commissaire d'exposition. Il est désormais réalisateur. On a pu découvrir dès novembre dernier sur Arte et depuis hier dans les salles de cinéma son film Orlando, ma biographie politique. Orlando, d'après le personnage imaginé par Virginia Woolf en 1928. Orlando, aristocrate britannique né au XVIe siècle, jeune et beau, qui traverse les siècles, les frontières et les genres, et qui un beau matin, après des heures et des jours de sommeil, se réveille dans le corps d'une femme. Orlando, d'après lui donc, d'après ce personnage, d'après elle, d'après nous aussi. Car Orlando n'est pas qu'une fiction enfermée dans les pages d'un livre, mais une fiction que chacun d'entre nous peut écrire, son nom propre, son corps, ses habits, ses amis, ses amours. Une vie à imaginer, une vie orlandesque. Alors, quand est-ce qu'on commence ? Paul B. Preciado, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Paul B. Preciado, j'ai une chose à vous avouer, je n'ai jamais lu Orlando de Virginia Woolf. C'est pas vrai. Si. Bah, je suis désolé. C'est une parce chance ou une honte ? J'ai la chance de pouvoir encore le découvrir. Oui, vous ou avez c'est la une chance de lacune ? le redécouvrir. Par contre, si vous allez voir mon film avant de lire les livres, bah, Ce qui m'est arrivé. c'est vrai. Bah oui. Bah alors peut-être en fait il y a des choses en fait qui sont dans les livres de Virginia Woolf que vous n'allez pas retrouver dans mon livre, enfin dans mon film et vice versa. Donc je sais pas parce qu'évidemment elle a écrit ce livre en 1928 et beaucoup de choses se sont passées après et donc j'avais quelque part l'envie aussi de dire à Virginia Woolf en fait oui tu as imaginé cette histoire des transitions du genre mais aujourd'hui il y a d'autres manières en fait de faire la transition. On n'est pas tous des aristocrates anglais. Et on ne se réveille pas comme ça, de jour au lendemain, en fait, dans les corps de soit un homme, soit une femme. Les choses sont en même temps plus compliquées, mais aussi peut-être plus belles, plus radicales, plus révolutionnaires. Et en même temps, ce film, Paul B. Preciado, ce n'est pas une critique de Orlando. Au contraire, Non. c'est un hommage. Ouais, Vous mesurez absolument. l'écart entre 1928 et 2024, Ouais. mais avant tout, c'est un amour que vous déclarez à ce texte et à Virginia Woolf. Oui, parce que j'ai découvert les textes en fait totalement par hasard quand j'avais 14 ans à l'école, vraiment. Je ne comprends même pas en fait pourquoi ces textes se retrouvaient dans une Oui. liste en fait. Voilà. C'est ce que j'allais Surtout vous parce que dire. j'étais dans une école catholique, donc je pense que personne n'avait Non lu mixte. vraiment. Voilà. Personne ne Virginia l'avait Woolf. lu peut-être. Mais peut-être. Mais par contre, moi, Au j'ai lu ce contraire. livre en fait qui s'appelle Orlando, une biographie. Et ce livre, quelque part, a changé ma vie. Parce que je me suis dit, en fait, que si ça, c'était une biographie, et si la vie d'Orlando était possible, peut-être la mienne aussi était possible. Alors que dans la société où j'habitais, il n'y avait rien, absolument rien, qui permettait d'imaginer ma vie telle que je la vis aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce texte, pour vous, et on mesure la puissance des livres, ça a été vraiment un déclic ? Je ne sais pas si c'est un déclic en fait parce que depuis que j'ai 4 ans en réalité je me sens ni homme ni femme. Je regarde en fait de l'extérieur la théâtralité du genre et je me dis bon apparemment il y a des gens qui se sentent très bien ici et là mais moi franchement c'est pas mon truc. Et donc par contre quand j'ai lu Orlando j'étais convaincu aussi que Virginia Woolf avait écrit ma biographie. Et Qu'elle quelque s'adressait part- à vous ? Totalement à moi. Donc ce livre est devenu pour moi plus important que la Bible, plus important que n'importe quel autre livre. Et c'est peut-être pour ça que quand Arte est venu me chercher pour faire un film, en principe peut-être autour de ma vie, autour des expériences trans, j'ai dit la seule manière en fait de tourner, de faire un film sur ma vie, ça serait éventuellement de faire une adaptation documentaire de l'Orlando de Virginia Woolf. Mais pour moi en fait c'était une boutade. C'était vraiment, je l'ai dit en rigolant, en me disant qu'ils allaient me dire mais ça a marché. partez immédiatement. Ils ont adoré cette idée et je me suis retrouvé dans une situation inimaginable en fait puisque finalement c'était moi qui allais faire ces films alors que j'avais aucune expérience de cinéma. Mais par contre c'est vrai que j'ai travaillé pendant des années avec beaucoup d'artistes et c'est aussi grâce à la collaboration d'énormément de gens, mon chef opérateur Victor Sevo qui est extraordinaire, de Jotam Ben David en fait qui est mon monteur de cinéma enfin qui est extraordinaire aussi. Donc je me suis entouré aussi d'une équipe merveilleuse et aussi d'un casting des Orlando des rêves. Parce que j'ai fait un casting en me disant peut-être que quelques Orlando allaient répondre à la question
où est Orlando aujourd'hui, qui est Orlando aujourd'hui. Et nous avons reçu en fait une centaine de réponses. Donc du coup, dans la prod, on était totalement débordés par la quantité d'Orlando. Et il doit y en avoir plus, en plus. Mais bien sûr, il y a des milliers et des milliers d'Orlando, donc des personnes qui ne se sentent pas en accord avec les genres qui leur a été assigné à la naissance et qui souhaitent soit en changer, soit vivre autrement, dans une vie non binaire, ou bien faire une traversée, une transition du genre. Et c'était merveilleux parce qu'en fait, j'ai compris très rapidement, d'abord que Orlando, oui, peut-être Virginia Woolf a écrit ma biographie et j'étais Orlando, mais je n'étais pas les seuls Orlando. Je ne suis pas seul, contrairement à l'Orlando de Virginia Woolf, qui vit une vie très solitaire. Moi, je ne suis pas seul. Je suis entouré des milliers et des milliers d'autres Orlando. C'est pour ça que c'était important de ne pas faire une autobiographie. C'est pas Orlando, une autobiographie politique. Ouais, en fait, quelque part, je pense que notre biographie est toujours collective. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on imagine en fait par les récits dominants du néolibéralisme, en fait, qui nous fait croire que nous sommes un individu et que notre vie est totalement atomisée, voilà, isolée. Exactement. La société n'existait pas. Hein, on connaît cette phrase en fait ultralibérale. Par contre, ce qu'on apprend avec l'expérience de la transition, c'est que tout est société. C'est que nous sommes construits dans la relation. Et donc, ma vie, évidemment, elle commence bien avant ma naissance. Elle commence par les récits, y compris par celui-là de Virginia Woolf, qui, quelque part, m'a permis aussi de me réinventer, mais aussi par des récits de la médecine, par des récits médico-légaux, etc. Enfin, des récits psychiatriques, notamment des récits très, très violents, par rapport auxquels il faut se positionner tout au long de sa vie. Mais aussi, en fait, par exemple, quelque chose qui a été très important pour moi, beaucoup plus même, je dirais, que la littérature, ou même surtout que la psychiatrie, qui sont des discours en fait assez violents, surtout la rencontre en fait activiste avec d'autres Orlando qui permet d'imaginer que notre expérience n'est pas une expérience de dysphorie du genre, n'est pas une maladie mentale, mais c'est juste une dissidence par rapport aux normes sexuelles et du genre d'une société bien précise, la nôtre qui est une société binaire, hétéronormative, patriarcale. Mais voilà, donc c'est très différent de penser que vous souffrez d'une maladie mentale et penser que vous êtes parmi un grand groupe en fait de personnes qui sont dissidents à la norme du genre sexuel. De toute façon, ça change la vie de savoir qu'on n'est pas seul. Absolument. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que les récits médico-légaux vont vous faire croire que vous souffrez, vous, uniquement vous. Vous êtes le seul écart à la norme. Voilà, vous êtes l'écart et donc vous devez être l'objet d'une surveillance accrue, l'objet d'une thérapie, soit en fait des reconversions dont les genres assignés à la naissance, en tout cas d'une surveillance tout au long de la vie. Alors que ce que je voulais montrer avec les films, c'est qu'au-delà de ces parcours en fait que la société rend très difficile, l'expérience trans est une expérience éminemment poétique, est une expérience de liberté, est une expérience de production des pratiques de liberté. Et ça, c'est extraordinaire. Donc je voulais partager en fait cette joie politique avec tous les Orlando, mais aussi avec tous ceux et celles qui accompagnent en fait les Orlando dans leur vie, c'est-à-dire les familles des enfants trans qui sont aujourd'hui en fait objet d'une grande persécution politique, les amants et les amis des personnes trans, les personnes qui côtoient les personnes trans en fait dans le cadre de travail ou autre en fait, et qu'on puisse en fait presque collectivement se rendre au cinéma comme une espèce d'assemblée en fait pour dire, voilà, en fait, nous sommes entrés dans un moment orlandesque de l'histoire et il est temps peut-être en fait de mettre en question cette binarité normée et d'imaginer une société qui irait au-delà du binarisme du genre. Je suis Cory Angelis Brown et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Quelqu'un m'a demandé un jour, pourquoi n'écris-tu pas ta biographie ? J'ai répondu, parce que fucking Virginia Woolf l'a écrite à ma place en 1928. La vie ne ressemble pas du tout à une biographie. N'est pas une série d'épisodes ou d'aventures sentimentales. Mais elle consiste en la métamorphose de soi. Se laisser transformer par le temps. Devenir non pas seulement un autre, mais d'autres.
La première métamorphose révolutionnaire, c'est la poésie, la possibilité d'échanger les noms de toutes les choses. La deuxième et la plus profonde des métamorphoses, c'est l'amour. Je m'appelle Oscar Rosa Miller, et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Si tu savais, le monde contemporain est plein d'Orlando. Nous sommes en train d'échanger les cours de l'histoire. Je suis Ruben Riza. Je suis Naël Daria. Je suis Jenny Belair. Je suis Emma. Je suis Amir Bailly. Et dans ce film... Je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Et dans ce film, je serai Orlando de Virginia Woolf. Je serai Orlando. Pas qu'un documentaire, pas qu'un biopic, pas une autobiographie, pas une adaptation du roman de Virginia Woolf. Votre film, Paul B. Preciado, Orlando, une biographie politique, est un film qui rend vivant Orlando à travers des Orlando, vous l'avez dit, 26 personnes trans et non binaires. Et je suis contente que dans cette bande-annonce, on a prendre un bout de la bande-annonce, on ait ce moment où on vous entend dire que la métamorphose était d'abord poétique. Ouais. Ça commence par un changement de nom. Ouais. Parfois, on a l'impression que les mots ne changent rien. On a l'impression même qu'ils nous enferment. Ouais. Mais vous avez l'air d'être persuadé que quand même le langage a une puissance. Bien sûr. Tout d'abord, il faut dire que cette quatre métamorphoses, en fait, celle de la poésie, celle de l'amour, celle de la créolisation, les voyages, en fait, la décolonisation et finalement les changements de sexe, de genre, en fait, sont dans les livres de Virginia Woolf. Je ne fais que les suivre, en fait, pour donner une structure à mon film. Donc ça, c'est quand même une leçon que Virginia Woolf nous apprend. Et c'est vrai que pour moi, les textes de Virginia Woolf étaient vraiment un cadeau. Parce qu'il fallait que je trouve, en fait, un langage pas simplement cinématographique, pas simplement visuel, mais aussi un langage textuel qui soit au-delà du langage médico-légal avec lequel nous sommes habitués à parler de parcours trans. Donc par exemple, homme, femme, transition... Oui, mais pas uniquement transition, c'est-à-dire que dès qu'on parle, surtout dans les cinémas ou dans les médias, de la question trans, justement, la question trans, je dis toujours en fait que par exemple le film n'est pas un film sur la question trans, puisque en fait pour moi la question trans ne m'intéresse pas, vu que la question trans c'est ma vie. Pour certains d'entre nous, en fait, la question trans c'est notre vie. C'est à peu près comme quand on parle de la question, par exemple la question de la migration, en fait, on a l'impression en fait que c'est vraiment comme un problème de la société, alors qu'en fait... Et qui serait un objet à part, vous voulez dire, abstrait, ouais, c'est-à-dire que ça installe une différence entre nous sommes normands, binaires, hétérosexuels, etc. Et après, il y a la question trans, la question de la migration. Aussi, la question, le problème. Les problèmes de la race, les problèmes de la migration, etc. Alors que pour certains d'entre nous, c'est juste notre propre vie, en fait. Et donc, je voulais, en fait, trouver une autre manière pour parler de la transition aussi. Et je voulais pas exactement faire un film, en fait, même si le film est philosophique, je dirais, je voulais pas non plus utiliser les termes de la philosophie. Parce que je voulais, en fait, que les films soient accessibles à tous, y compris et surtout aux enfants. Parce qu'il y a quelque chose en fait de merveilleux qui m'est arrivé en fait à peu près dans les 10 dernières années. C'est-à-dire que pendant longtemps, en tant que personne non binaire, trans, etc., je me sentais aussi très isolé. J'ai parcouru en fait la communauté LGBT, mais surtout en fait évidemment queer, lesbienne, etc. Et je me sentais assez isolé souvent. Et tout d'un coup, en fait, il y a eu une nouvelle génération qui est arrivée. Et ce qui était fantastique, en fait, c'est que les parents, donc des parents apparemment hétérosexuels, normands, des enfants, ont commencé à rentrer en contact avec moi pour me dire « Écoutez, je n'ai pas lu vos livres, en fait, mais je vous ai entendu quelque part à la radio. » Et tout d'un coup, j'ai entendu mon enfant. C'est-à-dire que j'ai vu que vous parlez exactement comme mon enfant. Est-ce que je peux parler avec vous? Parce que je suis désespéré face à l'institution de l'école, face à l'institution de la psychiatrie, etc. Et donc, j'ai commencé, en fait, à travailler beaucoup avec les enfants, les adolescents. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire les films,
J'avais plein de doutes en fait, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un philosophe en fait qui se lance dans l'aventure du cinéma. Ça, je ne vais pas parler des exemples en fait, voilà, assez catastrophiques. J'essaye de chercher. Ouais, ne cherchez pas, ne cherchez pas. Enfin, hormis Pasolini en fait, que je dirais c'est une exception heureuse. Mais est-ce qu'il se présentait comme philosophe d'abord? Non, pas exactement, mais il était quand même. En tout cas, il est plus écrivain, enfin aussi autant écrivain en fait que cinéaste. Mais donc j'avais peur en fait effectivement de rater cet exercice qui est présenté souvent comme quelque chose de très complexe, faire du cinéma, alors qu'en réalité c'est pas le cas en fait. En réalité c'est juste parce que le cinéma c'est l'industrie hégémonique en fait de notre culture, l'industrie culturelle. Mais on a l'impression quand même qu'il y a un langage qui peut nous échapper, celui des images, celui du montage, celui de même de l'industrie, de l'organisation économique. Mais en réalité on est totalement entouré en fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout pour le coup en 1930 où c'était très rare en fait. Il y a un texte de Virginia Woolf merveilleux qui s'appelle Le cinéma, qui raconte en fait la première fois où elle va au cinéma en fait, et tout d'un coup en fait elle est émerveillée par la vision des vagues de la mer en fait, et elle se dit mais mon Dieu, mais suis face aux vagues de la mer et suis pas mouillée en fait, parce que voilà elle est rentrée dans l'image. Mais aujourd'hui en fait n'importe quel enfant, et y compris dans les montages, parce que les enfants avec TikTok sont en train de monter, en fait, faire leur propre film. Donc aujourd'hui, il faut absolument désacraliser, démythifier complètement les cinémas. Les cinémas est une aventure des créations collectives extraordinaires, surtout si on essaye de le faire de manière expérimentale. Est-ce que j'ai essayé avec les films? C'est-à-dire que j'ai fait un film avec un budget assez réduit, en fait, puisque c'était un documentaire, et j'ai pu le faire aussi grâce à la générosité, la beauté, l'intelligence, le courage des 26 personnes trans et non-binaires qui ont participé et collaboré avec moi pour faire cette adaptation documentaire d'Orlando. Vous avez dit, Paul Bepreciado, que vous vous sentiez isolé à un moment donné. Vous refusez l'idée d'une question trans parce qu'elle met à distance, parce qu'elle problématise. Est-ce qu'il y a aussi un autre type de récits normatifs qui se sont mis en place sur la transidentité que vous n'aimez pas non plus? C'est-à-dire que la question trans, ça en fait un problème, mais il y a aussi des fictions ou des récits qui vont glamouriser la transidentité ou qui vont la rendre spectaculaire. Est-ce que ça aussi, c'était autre chose que vous trouvez normatif, mais dans un autre sens et que vous vouliez éviter? En fait, on pourrait dire, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de représentations sur les personnes trans qu'avant. Mais quand j'ai commencé à faire le film, par exemple, j'ai regardé de manière presque quasi historique et systématique à peu près tous les films en fait, et documentaires et non documentaires qui étaient faits sur les personnes trans ou sur les processus de transition. Bon, il y en a un grand nombre en fait. Moi, je sais pas si j'ai regardé la totalité, mais j'ai regardé beaucoup. Et je me suis rendu compte en fait que finalement, malgré ce qu'on dit aujourd'hui, il y a à peu près les mêmes films. Vraiment, j'ai l'impression que c'est toujours le même film. Enfin, les acteurs et les actrices sont en train de changer, mais c'est à peu près les mêmes films qui est refait. Avant, c'était tous les 20 ans, après tous les 10 ans, après tous les 5 ans, et maintenant à peu près 3 fois par an, on assiste en fait à les mêmes récits qui se mettent en place. C'est un récit d'une part où les corps trans est exotisé et transformé en fait en objet érotique des consommations hétérosexuelles. Masculine, souvent. Donc, les corps trans est souvent un corps féminin érotisé. Et en même temps, dans un récit des films d'horreur aussi, les corps trans est en même temps criminalisé et souvent mis à mort à la fin du film. Et ça, je ne vous parlerai pas des exemples, je ne vais pas donner des exemples concrets, y compris très récents de films en fait qui sont à l'affiche, y compris à Cannes, etc. et qui continuent à se faire aujourd'hui. Donc moi, je savais quand j'ai commencé à faire les films, les types de films que je voulais pas faire. Je savais que je voulais en fait aller au-delà et ailleurs en fait de ces récits des érotisations, des consommations sexuelles, des pornifications du corps trans, mais aussi en fait de ces récits des films d'horreur qui commencent en fait avec par exemple le film Psychose et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, dans lesquels la personne trans est punie en fait et est souvent objet des technologies de violence, y compris de la mort à la fin du film. Donc je voulais faire un film qui représente le parcours trans autrement, c'est-à-dire notre propre vie telle qu'elle est, dans la complexité de vivre dans une société binaire, mais aussi avec la joie extraordinaire de faire
collectivement, d'inventer collectivement des pratiques de liberté. C'est pas un film triste, mais non, loin de là. J'entends même documentaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour documenter, par exemple, la transition d'une personne en particulier, bien au contraire. Ouais, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans les documentaires, soi-disant en fait des récits des réalités, en réalité aussi, ces récits de la transition est écrit d'avance en fait, et c'est souvent en fait un récit de victimisation qui va vous dire en réalité, attendez, c'est très difficile de devenir trans. Si vous devenez ça peut être dangereux. Exactement, c'est très rare, c'est dangereux, ça sera toujours un risque et souvent en fait vous allez être isolé et vous allez finir soit criminalisé, soit mort. Alors que la vie quotidienne en fait des personnes trans, elle est très différente de ça et souvent aussi est une vie en fait qui est faite de l'entraide collective en fait. Mais c'est ça qui est très difficile, pardon, je vous interromps Paul Prévisado, mais de montrer à la fois en fait quand même cette difficulté, le temps long, parce que vous ne cessez de rappeler quand même que voilà, notre organisation sociale, politique, économique est sous-tendue par une fiction qui est celle de la binarité, du binarisme de genre entre hommes et femmes. Donc il y a ça quand même, les individus se heurtent à ça, et en même temps, il y a aussi beaucoup de joie qu'il faut montrer. Il faut ni édulcorer, ni dramatiser. Ça, c'est un équilibre très difficile à trouver. Je pense qu'il a été trouvé, si c'est ce que j'ai réussi à le faire, en fait, par les récits des Orlando. C'est-à-dire qu'on a travaillé aussi d'une manière assez fascinante, en fait, par ailleurs, en fait, parce qu'on a commencé à mélanger les mots et les langages de Virginia Woolf avec les mots et les paroles, en fait, des Orlando d'aujourd'hui. Donc, du coup, en fait, par exemple, vous voyez, en fait, un ado des 15 ans, Ruben, en fait, qui va raconter sa première histoire d'amour avec Sacha, qui était effectivement sa première histoire d'amour, mais va les raconter avec les mots et les paroles de Virginia Woolf. Ça arrive tout le temps dans les films. Et donc, du coup, en fait, on a, évidemment, il y a cette difficulté de vivre dans une société qui nous discrimine, qui exerce de la violence sur nos corps, qui nous exclut des domaines sociaux et politiques. Donc, évidemment, il y a cette dimension-là, mais attention, à côté de ça, l'expérience de la transition est une expérience d'une richesse, je dirais, poétique et spirituelle, politique, collective, affective, amoureuse, extraordinaire. Donc voilà, je voulais surtout souligner ça. Et puis, je l'ai dit, cette idée-là, Paul Prévisado, de cette fiction, c'est-à-dire que ce qui est fou avec votre film, c'est qu'on se rend compte que hommes, femmes, ou par exemple les frontières, ou je ne sais pas, des étiquettes en tout cas, sont des fictions. On a peu d'occasion de se le dire à ce point-là, et que écrire, le langage, mais aussi des mots, mais aussi des images, permet de concurrencer ces fictions-là. On peut minoriser, en fait. J'ai commencé par là, quand même, la puissance du langage. On est quand même enfermé dans il, elle, même si on dit yel. Bon, c'est quand même une avancée considérable. Et il y a encore une résistance très, très forte, en fait, à l'écriture de yel, alors que, me semble, en fait, une singularité, une rupture extraordinaire qui est arrivée à l'intérieur de la langue française et aussi, par exemple, en anglais, qu'on en dit aujourd'hui they, pour parler en fait de la personne non binaire. Je pense en fait que ça manifeste dans le langage en fait une rupture politique majeure. Donc aussi, me semble, ce qui est important dans les films, en fait, quand on écoute en fait cette voix, cet ensemble de voix chorales, en fait, les 26 manières différentes, très hétérogènes en fait d'être trans aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte en fait que nous vivons une révolution collective. En fait, c'est vrai que nous avons aussi en face une contre-révolution. C'est ce que j'allais vous dire. Qui a un mouvement, Ce évidemment. collectif, il n'est pas universel, en fait. Non, absolument. On ne s'y reconnaît pas tous. Il y a des discours extrêmement virulents aussi. Contre les processus trans, oui, mais contre... En fait, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a une critique, peut-être une des critiques les plus importantes à partir des années 70, en fait, du régime patriarcal, hétéronormatif et binaire. Donc, cette critique, évidemment,
elle est aussi accompagnée de tout un ensemble en fait des pratiques de résistance qui viennent de tous les côtés. Mais moi, j'ai tendance à être très optimiste. Pour moi, l'optimisme, en fait, parfois je me dis mais comment c'est possible? Parce que vraiment, surtout parce que bon, j'ai 53 ans en fait, donc j'ai vécu quelque part en fait ma propre vie quelque part en fait, on pourrait dire, elle est presque en fait, elle pourrait documenter aussi les processus de transformation en fait des mouvements culturels et politiques des dernières 3 décennies. Donc je sais à peu près la difficulté de ces luttes en fait. Malgré tout, je suis très optimiste parce que je me dis en fait que et c'est aussi parce que je suis réaliste, profondément réaliste. Bah justement, si vous êtes réaliste, vous pourriez être atterré, dramatique, tragique. Non, parce qu'en fait, contrairement au message qui est porté par la droite et l'extrême droite aujourd'hui, en fait, la réalité est multiplicité. La réalité est hétérogène, radicalement hétérogène. Et aujourd'hui, pour la première fois, en fait, nous savons, y compris, et c'est quelque chose en fait qui est discuté aujourd'hui, y compris par les scientifiques, par les médecins, par les psychologues, etc., nous savons que nous ne pouvons pas continuer à assigner uniquement 2 genres à la naissance. Et je suis philosophiquement, convaincu que nous avançons vers l'abolition de l'inscription de la différence sexuelle dans les documents d'identité. Il me semble en fait que ça sera dans 100 ans, dans 150 ans, on regardera en arrière et ça va nous sembler en fait d'une évidence absolument brutale. C'est-à-dire quelque chose d'aussi brutal qu'a été par exemple l'esclavage pendant les périodes de la plantation. C'est-à-dire qu'on peut se dire en fait, mais comment c'est possible en fait qu'à un moment donné on a vendu les corps humains en fait en tant que marchandises? On dira en fait comment c'est possible en fait qu'on a pu assigner la différence sexuelle à la naissance, sachant qu'il y en a au moins tous les 600 000 bébés qui sont nés aujourd'hui dans les hôpitaux, y compris en France et partout, qui ne peuvent pas être assignés dans la différence sexuelle et dont leur corps fait objet d'une réassignation. Et donc on parle aujourd'hui, par exemple, de la droite et l'extrême droite qui viennent de voter une des lois les plus dures, les plus répressives en fait d'Europe, à agiter en fait les débats publics en parlant des opérations des enfants trans. Attention, c'est absolument faux. Il n'y a aucune opération, mais vraiment aucune opération des enfants trans. Par contre, en fait, ce qu'il y a aujourd'hui dans les hôpitaux de France et d'Europe, en fait, c'est des opérations routinières des enfants intersexuels, c'est-à-dire des enfants dont le sexe ne peut pas être assigné immédiatement à la masculinité ou la féminité et dont leur corps va faire l'objet en fait d'une réassignation. C'est ces opérations-là qu'il faut arrêter immédiatement et donc tout simplement par l'arrêt de l'assignation de la différence sexuelle à la naissance. Mais vous parlez de la droite et de l'extrême droite, Paul Preciado, mais on pourrait dire aussi, au-delà même des étiquettes politiques, il y a aussi des personnes, certaines générations différentes qui se disent « moi je me sens femme, moi je me sens homme, je ne comprends pas ça ». Mais c'est génial. Voilà. Est-ce qu'à ces personnes-là, vous pouvez leur dire par exemple renonce à ça, c'est pas intéressant en fait de se sentir femme ou homme. Je ne dis pas en fait qu'il faut renoncer aux sentiments que vous savez. Ouais. Ça, il n'y a aucun problème. Par exemple, il y a une multitude de conditions physiques et corporelles et psychologiques qui ne découlent pas, en fait, qui ne sont pas transformées en identité politique. Par exemple, on ne sait pas, vous pouvez avoir une artère du cœur en fait qui est bifurquée. Par contre, en fait, personne vous inscrit dans vos documents d'identité. Attention, artère bifurquée, et à partir de cette assignation, en fait, votre position dans la société est complètement fixée. C'est de ça que je parle. Je parle d'une identité politique, de l'assignation d'une identité politique. Après, vous pouvez vous sentir homme, femme, autre, toute autre chose. C'est vraiment... Peu importe, ça ne regarde que nous, en fait, que ça ne regarde que nous, cette question-là de sentiment vis-à-vis de nous, et pas que ça devienne... C'est pas une question que ça soit totalement individuel et que ça soit secret. Les corps est toujours politique, puisque nous sommes fondamentalement, contrairement à ce que la philosophie a voulu nous faire croire, nous sommes fondamentalement des corps vivants, et donc ça dépend quel philosophe quand même. Ouais, ça dépend quel philosophe, mais l'histoire de la philosophie dans son ensemble en fait a été un très très grand travail en fait pour nous faire oublier que en fait nous sommes des corps vivants et donc des corps mortels. Et c'est la précarité du corps, la vulnérabilité du corps, le fait que nous avons besoin de la collectivité pour survivre et pour nos capacités
Pour augmenter notre puissance d'agir, nous avons besoin d'être toujours en relation. C'est ça qu'il faut souligner aujourd'hui et il faut défendre en fait les droits à la reconnaissance de tout corps vivant en tant que sujet politique. Quand je dis tout corps vivant, je vais jusqu'au corps de la Terre, jusqu'au corps de la planète, jusqu'au les corps de la rivière, si vous voulez, les corps des arbres, les corps, ce qu'on a appelé traditionnellement la nature, mais qui n'est absolument pas la nature, mais que c'est des corps vivants, des êtres vivants qui doivent être reconnus aujourd'hui en tant que sujet politique. Mais ça, pour ça, on n'a pas besoin d'assigner, par exemple, la différence sexuelle à la naissance. L'assignation de la différence sexuelle est liée à la gestion politique de la reproduction sexuelle. Le fait que l'État-nation est intéressé à savoir si vous avez un utérus potentiellement reproducteur à l'intérieur de vous ou pas. Mais bien sûr que vous pouvez avoir ou pas un utérus à l'intérieur de vous. Ça ne fait pas de vous une femme. Il y a une multitude de femmes qui ne feront jamais usage de leur utérus reproducteur ou pas. Ça ne fait pas le fait qu'elles sont femmes ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense en fait que c'est un processus. On a commencé une multitude de processus d'émancipation corporelle et politique dont le féminisme fait partie. Et il faut avancer dans cette décolonisation du corps. On va écouter, Paul Preciado, la voix d'une écrivaine qui vous a beaucoup marqué. Je crois que c'est un besoin que beaucoup des écrivains ressentent maintenant, dont quelques modèles très connus en France, Aubrier, Marguerite Duras, Pasolini en Italie. Le passage, je trouve tout à fait normal parce que c'est un fait que la plupart des gens s'intéressent plus à la cinéma que la littérature, que le cinéma a un peu remplacé la littérature comme de forme plus excitante. Et c'est une chose que je n'ai pas fait pour le public, c'est une chose que j'ai ressentie personnellement moi-même. Il y avait un moment, il y a 5-6 ans, où je me suis rendu compte que j'allais au cinéma pratiquement tous les jours et que j'ai lu de moins en moins des romans. Alors, j'avais envie de participer, de faire quelque chose dans cette forme qui est devenue pour moi le plus important. Je crois que c'est seulement les écrivains soi-disant moderne, qui ressent honnêtement la crise de l'écriture. Si on suit, en tant que romancier, plus ou moins les modèles du 19e siècle, c'est-à-dire on fait le roman réaliste, psychologique, sociologique, comme la plupart des romans qui ont du succès, sont populaires, on pense que le roman est dans une très bonne santé. Mais si on a déjà compris que le roman est depuis Proust dans un état de crise, si on s'attache aux problèmes angoissants de la littérature, on est exactement aux marges, à la frontière, où on peut voir de l'autre côté des autres possibilités. La voix de Suzanne Sontag dans cette archive du 11 novembre 1972 sur France Inter. On entend donc la voix de cette écrivaine qui vous a beaucoup marqué, Bolvé Bricedo. C'est intéressant la manière dont elle dit que l'écriture est en crise, qu'il faut passer à l'image, au cinéma. C'est un petit peu ce qui vous arrive aussi, Bolvé Bricedo. Mais est-ce qu'avec vous ne prenez pas finalement une manière d'aller même plus loin que ça? C'est-à-dire que, au-delà de l'écriture, au-delà de l'image, il y a cette idée qui revient en fait, c'est notre corps, notre œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'écriture, il n'y a plus besoin d'image. C'est plutôt ce qu'on se façonne de nous. Pour moi, ça serait peut-être un piège. Parce qu'en fait, pour moi, les corps, ne pas du tout les corps physiques. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, les corps est fait des récits, les corps est fait d'images, c'est-à-dire que les corps est fait du cinéma. Les corps est fait de littérature. De la même manière que je vous disais tout à l'heure que Virginia Woolf a écrit ma biographie avant ma naissance. Ou même, par exemple, que j'écris une lettre dans les films, en fait, à Virginia Woolf qui n'est plus là. Donc les corps, j'appelle les corps une somathèque, une archive politique vivante. Aujourd'hui, les corps, par exemple, il est fait aussi des technologies, en fait, qui participent à la construction de ces corps, soit biotechnologie, technologie pharmacologique, chimique. C'est des choses qu'on a vraiment compris, je pense, pendant la pandémie aussi, comment les corps construits collectivement avec tout un ensemble de technologies. Donc pour moi, les corps ne sont pas un objet anatomique. Et donc les corps, quand je parle de corps, en tout cas, en fait, et que moi je pense, quand vous parlez de ces corps-là, ne parlons pas en fait de le corps en tant qu'objet physique, mais les corps en tant que cette
archive politique vivante qui est pas singulier, qui est collective. Et donc oui, il est construit aussi par des images. Et pour moi, c'était fondamental à un moment donné. En fait, quand j'ai eu la possibilité de faire ces films, je me suis dit pourquoi pas. Mais par exemple, je verrais pas comment Sontag, cette opposition aussi forte entre l'écrit et l'image. L'écrit et l'image. Je l'ai pas ressenti en fait en travaillant. Je me suis dit, pour moi, c'était, je passais de manière assez fluide et organique de l'un à l'autre en fait. Par contre, ce qui était merveilleux, c'était la possibilité en fait de faire rentrer Vincis Orlando dans ces récits et aussi créer une forme de visibilité dissidente avec eux. Ça, je n'aurais pas pu faire en fait avec la littérature. Et aussi pour le dire pour dire quelque chose à Sontag en fait qui parlait tout à l'heure. Donc voilà, les présences absentes en fait pour moi sont encore vivantes. Donc voilà, bonjour Suzanne Sontag en fait qui est là avec nous aujourd'hui. En fait, Orlando n'est pas un roman comme les autres. Orlando, en fait, Virginia Woolf écrit 3 biographies, celle d'un chien, bonjour. Elle écrit la biographie de Robert Fried, qui est un ami artiste, et donc un dissident aussi à l'intérieur de l'économie des productions bourgeoises de l'époque, et la biographie d'Orlando. Donc voilà, à l'époque, Orlando, c'est presque en fait une créature de Frankenstein. La nouveauté, c'est que Orlando n'est plus du tout la créature de Frankenstein. Orlando est parmi nous et partout. Une dernière question, rapidement, Paul Preciado. Vous parlez d'espoir, vous parlez de joie. Pourquoi vous ne parlez pas d'euphorie ? D'euphorie ? Oui, d'euphorie. Oui. Vous parlez beaucoup de dysphorie, le contraire c'est l'euphorie. Oui. Vous avez réhabilité la dysphorie comme une perturbation mondiale positive. Ouais. Pourquoi pas l'euphorie ? Il y a plein d'auteurs en fait qui se sont réclamés de l'euphorie, notamment Della Grace Volcano, qui est une artiste que je connais très bien, que c'est la première personne d'ailleurs en fait qui m'a parlé de testostérone, et donc pour moi reste quand même une figure fondamentale. Et d'elle parle toujours vraiment déjà dans les années 80 des euphoria, des political euphoria, l'euphorie politique, l'euphorie du genre, etc. Et ouais, moi, je pense, en fait, si je parle de joie, je pense que c'est mon côté Spinoza. En fait, c'est mon côté... Il avait pensé le corps, lui, quand même. Voilà, c'est pour ça, effectivement. Spinoza, c'est très important. Je pense que Spinoza, c'était presque, en fait, un philosophe trans, à sa manière. Bon, on va s'arrêter là-dessus, c'est parfait. Merci beaucoup, Paul Preciado. De vous, on peut donc voir au cinéma Orlando, ma biographie politique. C'est aussi en partenariat avec France Culture. Et de vous, on peut aussi lire, on n'a pas eu trop le temps d'en parler, mais Dysphoria Mundi, le son du monde qui s'écroule, qui est disponible aux éditions Grasset. Pour finir, vous avez le choix entre deux chansons sur des villes dans lesquelles vous avez habité, soit Paris, soit Madrid. Laquelle choisissez-vous ? Madrid, forcément. Encore merci à vous, Paul Preciado. On se quitte avec En las calles de Madrid de Loquillo. Un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Issa Touenoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Louise André, prise de son Grégory Wallon. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site et sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À demain Géraldine.